Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème des différentes causes de la fatigue. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir vous apporter une vue d'ensemble, une vue naturopathique, une vue globale de diverses causes qui ne sont pas toujours séparées, qui ont souvent des liens entre elles et qui pourront peut-être vous permettre de comprendre qu'est-ce qui pourrait clocher de votre côté, chez vous. Souvent, on pense à des causes de la fatigue qui sont évidentes, enfin les grands classiques, et parfois, en creusant un petit peu, en tout cas c'est le propre de la naturopathie, on va chercher un petit peu plus profondément des choses sous-jacentes qui viendraient s'ajouter à ces causes dites superficielles. Et donc c'est vers ça que j'aimerais vous emmener un petit peu aujourd'hui, pour vous amener à vous questionner, vous poser des questions, pour vous amener à vous observer surtout, mieux vous connaître et avoir cette réflexion intérieure par rapport à vous-même, pour pouvoir être plus en mesure de déceler chez vous ces choses-là à l'avenir. Et il n'y a qu'une seule façon de faire, ça passe par l'expérience. Voilà, l'expérience, la connaissance de soi. Donc, je dirais pour commencer que lorsque quelqu'un vient me voir en cabinet pour un souci de fatigue chronique, on va tout d'abord faire un bilan de vitalité. Dans ce bilan de vitalité, on va regarder la spécificité de la personne. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et pas le voisin, la voisine, le compagnon, la compagne. Qu'est-ce qui fait que vous avez votre capital santé qui est là depuis la naissance, génétique, et vous avez hérité de certaines choses et puis vous en avez fait quelque chose tout au cours de votre vie. Vous avez votre histoire, vos expériences, vos traumas, vos joies, vos succès. Tout ce cheminement depuis votre naissance, ou même on va dire avant la naissance, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, va écrire cette histoire et nous donner des indices par rapport à ce qui pourrait chez vous générer de la fatigue. Alors bien sûr, ça va dépendre aussi, non pas que de votre intérieur, mais aussi de l'extérieur, de l'environnement dans lequel vous êtes. Est-ce que l'environnement, le milieu est oppressant, ou au contraire, est-ce qu'il est agréable? Je dirais que les environnements les plus naturels sont bien évidemment les plus conformes à notre physiologie. Donc j'aime bien questionner les gens aussi sur leur rapport à la nature et est-ce qu'ils vivent entre quatre murs de béton en permanence, ou est-ce qu'ils prennent ce temps au quotidien d'aller se ressourcer dans la nature. Je dirais que la plus grande maladie qu'on a de nos jours dans nos civilisations, c'est vraiment cette coupure avec la nature, et sans chercher des choses très compliquées, c'est juste aller se ressourcer. On sait que c'est très bon d'aller se balader en pleine nature pour la santé, pour l'immunité, pour les niveaux de cortisol qui vont être en lien avec certaines choses dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, je dirais, quel est votre lien à la nature au quotidien? Est-ce que vous vous donnez ce temps d'aller observer la nature, respirer, vous faire du bien, vous oxygéner, que ce soit en forêt, que ce soit en bord de mer, que ce soit au bord d'un étang, d'un lac, que ce soit dans un endroit désertique, peu importe, du moment qu'il y a vraiment ce lien à ce que nous sommes profondément. Parce que dans nos rythmes de vie, nous sommes intimement liés à la nature et à ses rythmes. Après, il y a évidemment les circonstances de l'environnement qui sont hors nature, hors pollution de l'environnement, qui sont aussi liées à notre situation familiale, par exemple. Est-ce que vous vous occupez d'enfants en bas âge? Est-ce que vous vous occupez de vos parents, peut-être, qui avancent dans l'âge? Et donc, c'est peut-être des responsabilités en plus d'ordre familial ou d'ordre professionnel qui font que vos rythmes de vie sont un petit peu ébranlés. Et donc, lors de ce premier rendez-vous, on fait le tour de cette histoire de vie qui est la vôtre, et on va aller chercher qu'est-ce qui chez vous est spécifique et qu'est-ce qui, en dehors des systèmes de votre corps dans lesquels je vais plonger à présent, qu'est-ce qui fait que vous allez avoir cette chute d'énergie, cette baisse d'énergie, ce manque de peps sur le court terme ou sur la durée. Alors évidemment, la première cause, en dehors des causes, on va dire, de notre environnement et de notre histoire de vie, la première cause, ça va être le sommeil. On va évidemment relier ça à la fatigue. Mais lorsque j'ai des personnes qui viennent en cabinet, souvent elles me disent « Bah non, moi je dors suffisamment, j'ai pas forcément de problème de sommeil puisque je dors 8-9 heures. »
et ça me suffit, enfin ça va quoi, je dors le quota qu'il faut. Et ce que je leur réponds toujours, c'est peu importe le quantitatif, peu importe le nombre d'heures, ce qui est important, c'est est-ce que au réveil, lorsque vous vous réveillez, quelle que soit l'heure, vous vous sentez pleinement en satiété de sommeil, c'est-à-dire pleinement ressourcé. Si au réveil, vous vous sentez soit des palpitations, soit la nausée, soit l'inquiétude, l'anxiété, le cerveau qui se met en route immédiatement, soit une fatigue plombante. Ce sont tous des signes que la nuit n'a pas été bonne, n'a pas été ressourçante, en tout cas pas suffisamment, et qu'il serait peut-être intéressant d'aller vraiment faire un tour du côté de quel est votre schéma de sommeil. C'est-à-dire vraiment rentrer dans au niveau quantitatif, effectivement, calculer aussi l'heure de coucher qui serait optimale par rapport à la saison. On ne va pas dormir de la même façon l'hiver et l'été. Calculer, alors si vous avez une heure de lever qui est impérative, on peut faire du rétro-planning, voir un petit peu le nombre de cycles de sommeil dont vous avez besoin pour pleinement vous ressourcer. Et puis, parler un petit peu de tous les rituels autour du sommeil, c'est-à-dire quelles sont les circonstances dans lesquelles on peut se mettre pour avoir cette douce descente vers le sommeil en début de soirée. Voilà, on va parler un petit peu des expositions aux écrans, mais aussi de vos expositions à la lumière naturelle, du soleil en pleine journée qui est essentielle pour pouvoir générer les bonnes hormones de sommeil, la mélatonine évidemment, le soir. On regardera du côté des rituels pour se calmer, se poser, s'endormir chez les personnes qui ont effectivement des troubles de l'endormissement ou des troubles de réveil nocturne. On ira voir du côté de l'assiette des aliments qui peuvent être favorables à un bon endormissement et les pratiques peut-être de diète ou de jeûne qui peuvent ne pas aider l'endormissement, ou les malbouffes qui font qu'on va avoir un repas, une assiette un petit peu trop chargée. Et puis, on ira voir au niveau des plantes et des compléments alimentaires qui peuvent calmer le système nerveux et d'autres qui iront un petit peu plus loin, qui seront hypnotiques et qui vont vraiment induire le sommeil. Et au niveau des compléments alimentaires, il y a plein de choses à faire aussi. Le tout, c'est de trouver qu'est-ce qui est juste pour vous par rapport à votre histoire de vie, par rapport à votre terrain, par rapport à votre physiologie à vous. Quel est le bon remède pour vous? Quel est le bon rituel pour vous? Quelle est la bonne recette pour vous? Voilà, donc une fois qu'on a fait le tour de la question du sommeil au niveau quantitatif, qualitatif, et puis tous les à côté, recettes, remèdes, rituels, on peut s'interroger sur la deuxième cause possible, les rythmes de vie. J'en ai touché un mot en début de vidéo, c'est-à-dire quelle est la proportion de dépenses d'énergie dans votre journée et de repos. Alors évidemment, le repos va inclure le sommeil, mais ça va aussi inclure des temps de calme pendant la journée, même si ces temps sont évidemment plus courts que le sommeil. Ce sont des oscillations qui sont nécessaires, je dirais, pour suivre notre physiologie naturelle. La vie n'est pas linéaire. On sait qu'on est dans une société de performance optimale, on sait qu'on nous demande la croissance, la performance, c'est-à-dire du linéaire plein qui monte et qui monte, mais notre physiologie n'est pas comme ça, la nature n'est pas comme ça, la nature elle-même est cyclique. Nous sommes cycliques dans notre façon de vivre, ne serait-ce qu'entre le jour et la nuit. Et nous avons besoin, même au sein du journée, d'avoir des fluctuations de rythme pour pouvoir équilibrer à la fois la performance physique et mentale, ou si vous voulez un autre terme que performance, l'activité physique et mentale, ou en d'autres termes la dépense d'énergie physique et mentale, avec le repos, le ressourcement, le temps pour soi, qui est super important et que la plupart des personnes shuntent. Ces temps de transition aussi qu'on appelle des petits temps de sas entre justement une dépense d'énergie et un repos, et encore plus important entre le repos et la dépense d'énergie, comment on transitionne en douceur. Donc tout ça, ça se fait par rapport à des rituels justement
On peut, sur un pan plus cérébral, regarder à une horloge sur 24 heures de votre journée, de votre nuit, et faire un exercice qui consiste à dessiner toutes les plages horaires qui correspondent à vos heures d'activité physique, mentale, votre temps pour soi s'il y en a, votre temps de sommeil, votre temps de trajet, le temps que vous accordez aux autres et pas forcément à vous-même. Donc je parlais tout à l'heure des enfants, des parents, du conjoint, des amis. Voilà, c'est important de mettre tout ça à plat parce que même quand on est persuadé de tout savoir sur son emploi du temps, on ne peut pas vraiment agir dessus tant qu'on ne l'a pas devant les yeux. Tout mis à plat, presque dessiné, je dirais, comme deux horloges. Et c'est super important de pouvoir faire le constat, de se mettre un petit peu devant le miroir et de faire le constat de tout ça. Et dans les rythmes de vie, bien sûr, il y a ce rapport à la nature qui va être primordial. D'une part parce que c'est agréable, c'est beau, mais aussi parce que c'est un lieu de ressourcement physiologique, mental, psychologique. Donc pourquoi s'en priver? Ensuite, il va y avoir le rapport au stress. Donc, troisième grande cause. Alors évidemment, le stress, c'est un bien grand mot. On va avoir déjà, ça sera intéressant de faire le point sur là où vous vous situez dans la courbe dite du stress. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes systématiquement dans ce qu'on appelle la phase d'alerte, c'est-à-dire les prémices du stress, quand vous êtes constamment déstabilisé par des choses qui arrivent. Mais est-ce que vous arrivez à faire redescendre ce stress ensuite? Et donc c'est vraiment le boost d'adrénaline et puis ensuite hop on redescend, on se calme, on se pose. Ou alors est-ce que vous êtes vraiment dans la phase de stress chronique, c'est-à-dire que ça fait des semaines, des mois, des années que vous vivez à cran physiquement, mentalement, le cortisol a pris le dessus de l'adrénaline et vous êtes dans une espèce d'endurance physique et mentale et vous ne savez pas vraiment comment vous tenez, mais vous tenez pour le moment, mais il y a quand même de l'usure, des signes d'usure. Évidemment, il y a toute une physiologie derrière qui fait que c'est pas très sain pour le corps d'être dans ce schéma-là sur le long terme ou le moyen terme, on va dire. Ou êtes-vous dans la troisième phase du stress, c'est-à-dire l'épuisement? Et l'épuisement, eh ben, c'est simplement le burn-out ou le burn-in, où le corps s'effondre, ne fonctionne plus, le mental s'effondre aussi, on est face à un syndrome, on va dire, presque dépressif. On n'a plus envie de se lever, on ne peut plus se lever le matin, ou très difficilement, on n'a plus l'envie de rien. On est incapable de travailler, de fonctionner en société, et on a l'esprit complètement embrumé, le cerveau embrouillé. Donc il y a beaucoup de façons d'aborder le stress, et le tout c'est de pouvoir déceler où vous vous situez par rapport déjà à ces trois phases, qui sont la phase d'alerte, de résistance et la phase d'épuisement. En fonction de ça, on va s'orienter vers des rituels de relaxation. Et j'ai oublié un élément, c'est que ce sera intéressant aussi de voir si votre stress se manifeste au niveau de vos pensées, donc dans la psyché, mais plutôt au niveau cérébral, pensées, concepts, les pensées en boucle, les ruminations, les obsessions, ou est-ce que c'est plutôt au niveau émotionnel, c'est-à-dire tout ce qui est... alors les deux ne sont pas exclusifs, hein, vous pouvez très bien avoir des pensées qui génèrent des émotions, ou des émotions qui génèrent des pensées non favorables. Donc des émotions défavorables, les plus connues, ça va être, bon déjà il peut y avoir l'anxiété tout simplement, l'inquiétude, et également la colère ou la frustration, ça peut être également la peur, ça peut être la tristesse, ça peut être le dégoût, ça peut être la culpabilité. Ces émotions qui se manifestent par une réaction physique du corps, ça se lit sur votre visage, vous devenez rouge, vous devenez pâle, vous avez des larmoiements. L'émotion c'est très puissant, c'est très fort, et si c'est la pensée, excusez-moi, si c'est la pensée, on est plus dans quelque chose de réfléchi, de long terme, de ressassé. Et puis troisièmement, est-ce que ça impacte votre corps? Et donc tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des gens qui ont, on va dire, la mâchoire qui se serre, d'autres qui ont les jambes sans repos, d'autres qui ont le plexus qui se noue, etc., etc. Bon, le sujet, c'est pas forcément de parler de stress ici, mais c'est d'expliquer qu'il y a trois grandes phases de stress, il y a trois possibles
axes sur lesquels ça peut se répercuter, le corps, les émotions, les pensées. Et une fois qu'on a fait un petit peu le tri dans tout ça, on peut se rendre compte que la fatigue, elle a forcément sa place là-dedans, parce qu'on va récupérer soit de la fatigue cérébrale, soit de la fatigue physique, à force de ruminer, à force d'être usé par des pensées, usé par des émotions, usé par un stress physique aussi, une endurance physique qui n'a pas lieu d'être. Et donc, en fonction de ça, j'orienterai les personnes vers déjà une alimentation qui soit conforme à un bon système nerveux. Donc on va regarder tous les minéraux, les vitamines, tous les aliments qui vont vraiment soutenir le système nerveux, les neurones, le cerveau. Également, on va regarder du côté des compléments alimentaires j'allais dire en chef de file, le magnésium évidemment, mais pas que. On va regarder également du côté des plantes. Alors là, il y a toute une sélection de plantes qu'on pourrait proposer, mais pour faire très simple, on a les plantes dites qui vont calmer la nervosité, pour justement empêcher cette dépense d'énergie nerveuse qui peut amener de la fatigue. Donc on pensera au tilleul, à l'aubépine, à ce genre de plantes-là, à la lavande. Voilà, c'est ces plantes qui sont relativement bien connues, à la verveine, etc., etc. Et puis après, on a un autre stade de plantes pour les personnes qui sont déjà bien avancées dans voilà, l'endurance physique et mentale sous stress depuis très longtemps. Ce sont les adaptogènes tels que les ginseng, l'ashwagandha, le schisandra, ce genre de choses, qui vont pouvoir vraiment donner une aide qui sera juste ponctuelle, hein, mais comme une béquille qui permettra à la personne de fonctionner et de récupérer de l'énergie sur tous les plans. Voilà, en dehors des plantes, il y aura bien évidemment des super aliments qu'on pourra aller voir, qui seront des reminéralisants globaux, par exemple l'herbe d'orge, l'herbe de blé, tout ce qui est produit de la ruche, tout ce qui est eau de mer, l'eau de mer Quinton en particulier. Voilà, il y a des reminéralisants et des revitaminants globaux qui pourront nous aider à redresser un petit peu la barre, se requinquer. Et surtout, une fois qu'on a vu ces recettes, ces remèdes, il y aura les rituels de relaxation, donc les rituels de relaxation de l'esprit, tout ce qui est rituel de relaxation des émotions. En tant que professeur de Qigong, j'aime beaucoup allier le souffle, les couleurs, les émotions, les zones du corps qui sont en tension. Et donc on va expirer une émotion à partir d'une zone du corps tendue avec une certaine couleur, une certaine intention. Et je trouve qu'en passant par des rituels vraiment en lien avec le corps, c'est-à-dire on fait intervenir la relaxation musculaire, le souffle, la respiration et l'intention ou le geste lent, on arrive vraiment à des super résultats, parce que c'est pas juste une émotion qu'on aura verbalisée, c'est quelque chose qu'on aura ancré dans son corps comme une expérience, quelque chose de très concret, c'est pas juste abstrait, et on aura sorti cette émotion. C'est pareil pour les pensées, il y a plein de techniques qui existent de coaching, mais aussi en Qigong, on peut faire sortir les pensées par le souffle et le geste. On peut aussi tenir un petit journal de bord qui nous permet de voir quel est le schéma de vos pensées à vous. Voilà. Voilà, on pourrait dire plein d'autres choses, mais c'est déjà pas mal pour cette troisième cause qui est le stress et qui est intrinsèquement liée à la fatigue. La quatrième source, souvent peu mise en avant, mais elle est quand même liée au stress, c'est le souffle. Est-ce que tout simplement vous respirez bien ? Et encore une fois, vu que je pratique le Qigong, je prête une attention toute particulière au souffle, puisque celui qui, à cause du stress, à cause de schémas respiratoires non consciencieux ou conscients, va retenir son souffle, va forcément se mettre en situation de sous-oxygénation et donc de fatigue.
En tout cas, pour ma part, en dehors des cours de Qigong que je peux dispenser en pleine nature, je propose aussi aux gens de faire des bilans respiratoires, enfin, ce qu'on appelle des bilans du souffle, pas des bilans respiratoires, des bilans du souffle où la personne va vraiment, sans aucun jugement, se poser et sentir sa respiration naturelle émerger pour voir ce qu'elle ressent, et je vais l'orienter vers tel ou tel aspect de sa respiration, l'amplitude, le lieu du souffle, les temps des 4 souffles, les zones du corps qui sont tendues pendant le souffle ou détendues, les moments dans les 4 temps du souffle où il y a un blocage particulier, où ça bloque, parce que ni vous ni moi, nous n'aurons le même pattern, schéma respiratoire. Et ce schéma respiratoire, il est très très lié à notre naissance déjà, comment on est venu dans ce monde, comment on a respiré pour la première fois, à nos moments d'anxiété, à notre façon d'appréhender le monde, à nos peurs. En général, quand on a peur, on a une inspire, et je peux vous garantir qu'aucune personne ne va bloquer le souffle au même endroit, que ce soit sur l'inspire, sur l'expire, sur la rétention pleine, sur la rétention vide. Chacune va avoir des inconforts à un certain moment dans ce schéma respiratoire, et en fonction de là, on peut proposer, quand il y a, on va dire, une carence au niveau de l'inspiration, des exercices justement pour bomber le torse et respirer un petit peu plus. Ou quand il y a une carence au niveau de l'expiration, des exercices pour expirer pleinement. Donc ça passe par des respirations géométriques ou des respirations en utilisant un bâton ou un ballon. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites de ce côté-là. Une autre cause évidente, 5e cause, c'est la nutrition, l'assiette. Est-ce qu'il y a déjà dans l'assiette des carences nutritionnelles qui font que, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec le magnésium, vous n'avez pas ce qu'il faut pour pleinement fonctionner à minima. On sait que le magnésium est essentiel. Est-ce qu'il y en a suffisamment dans l'assiette? Si oui, tant mieux. Sinon, alors tout ça, ça se dose. Vous pouvez avec votre médecin faire un bilan sanguin. Mais sinon, il y a des compléments alimentaires qui existent évidemment. Il y a des sources nutritives d'aliments et de super-aliments qui pourront venir apporter ce qu'il faut. Il y a le fer, évidemment. Dans tous les cas de fatigue, on peut se poser la question de l'anémie ou d'une carence en fer, importante ou peu importante. Il y a la coenzyme Q10 qui est un super antioxydant de la cellule, et les études nous montrent que lorsqu'on est déficitaire en coenzyme Q10, on a souvent on a de la fatigue qui est cumulée. On va avoir certains acides aminés aussi qui peuvent être déficients. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, soit sur bilan sanguin prescrit par votre médecin, soit par rapport à des suspicions qu'on pourrait avoir parce qu'il y a des carences dans votre alimentation. On va regarder comment vous vous alimentez, si c'est à la fois cuit ou à la fois cru ou un petit peu les deux, puisqu'on sait que l'alimentation crue est plus porteuse de vitamines, de minéraux et d'autres agents, on va dire, qui soutiennent la vitalité. Et on va avoir donc une vue d'ensemble sur votre assiette. Et puis, dans cette catégorie-là, on peut parler aussi, au-delà des carences nutritionnelles, on peut parler de l'intestin. Et l'intestin, qui est notre deuxième cerveau, on le sait, dans lequel on a une flore intestinale qui maintient un équilibre très important, et une muqueuse intestinale dont la santé est très très importante par rapport à tout le reste du corps. Et bien souvent, je dirais qu'il y a, quand il y a un déséquilibre au niveau du microbiote, c'est-à-dire de la flore intestinale, induit par plein de choses différentes. Ça peut être trop de sucre, ça peut être un déséquilibre de cette flore parce qu'il y a eu trop de sucre à travers l'alimentation, ça peut être une infection par candidose, un champignon dans votre intestin qui du coup va appeler encore plus de sucre. On a invariablement de la fatigue puisque, comme je vous le disais, ça a un impact sur le cerveau également. On sait que nos niveaux de sérotonine
sont très importants dans l'intestin. Donc il y a ce lien entre l'intestin et le cerveau, et si le microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale, est déséquilibrée, il y a de fortes chances pour que vous ayez comme l'un des signes cliniques parmi d'autres de la fatigue. Donc c'est important d'aller voir de ce côté-là. Une autre cause de fatigue, donc là on est plus dans les déséquilibres plus profonds, ça va être d'aller voir du côté de votre thyroïde. Est-ce que vous avez une bonne thyroïde ou est-ce qu'il y a des manquements? Un des premiers symptômes d'une thyroïde qui est en hypo, c'est-à-dire qui fonctionne en hypo, qui fonctionne moins bien, c'est la fatigue et la prise de poids et la frilosité. Donc il y a tout un tableau clinique qui va avec ça, mais souvent les gens ne pensent pas forcément, quand on est soumis à de la fatigue, à une hypothyroïdie. Cette hypothyroïdie, elle peut se manifester soit sous forme d'hypothyroïdie, on va dire classique, soit sous forme de maladie auto-immune d'Hashimoto, par exemple. On peut... je réfléchis à d'autres causes possibles. Chez les femmes aussi, le cycle féminin, évidemment, puisque nous sommes des êtres cycliques, le syndrome prémenstruel, qui va amener forcément de la fatigue à un moment donné. Les femmes... la plupart d'entre nous, quand on est vraiment déconnecté, je vous dis, de ces cycles naturels, on ne va pas forcément penser qu'il faut se reposer pendant ces lunes ou juste avant, qu'on a le droit tout simplement d'être plus fatigué, d'avoir plus faim à ce moment-là, d'être plus irritable, c'est ok. Il y a un jeu hormonal qui s'opère et donc cette fatigue, elle est évidente, elle est presque attendue. Et pourtant, la plupart des femmes ne la respectent pas, ne vont pas ralentir leur rythme pour autant, ne vont pas se poser, ne vont pas plus s'intérioriser, avoir moins d'échanges avec l'extérieur parce qu'elles ont envie de rentrer plutôt dans une grotte plutôt que d'être en communication avec l'extérieur et les autres. Et donc, ce cycle féminin, il a souvent donc, un impact, et ce cycle féminin, si en plus le syndrome prémenstruel est exacerbé, ça peut avoir un impact sur la thyroïde, les deux sont liés, et donc générer des thyroïdes en une hypothyroïdie, et donc c'est un peu un cercle vicieux aussi. Donc on peut aller voir de ce côté-là, du côté hormonal. Et on peut aller voir du côté immunitaire, voir s'il y a des infections. Alors là, ça inclura peut-être un petit peu plus le corps médical, mais voir s'il y a des infections de bas grade, des infections un peu sournoises qui sont là depuis longtemps. Ça peut être une infection dentaire, mais pas forcément très manifeste. Ça peut être des petites infections que vous décellerez avec votre médecin, je n'en doute pas. Mais d'aller voir de ce côté-là s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas beaucoup d'inflammation dans le corps, s'il n'y a pas une infection qui pourrait expliquer de la fatigue générale, globale, chronique. On a bien sûr la maladie de Lyme qui génère invariablement de la fatigue. On a la fibromyalgie chez les personnes qui ont une hypersensibilité nerveuse et des douleurs musculaires. Il y a toujours de la fatigue qui s'accompagne, donc les gens ne pensent pas forcément à ça. Il y a le cancer, évidemment, dont les 3 signes d'appel les plus importants sont la fatigue, la perte d'appétit et l'amaigrissement. Il peut y avoir aussi des troubles cardiaques. Si vous êtes particulièrement fatigué et essoufflé après l'effort et que vous avez une douleur dans la poitrine, ça peut être cardiaque, bien évidemment. Donc il y a évidemment toutes ces autres causes beaucoup plus graves, peut-être parce que beaucoup plus avancées et qui vont inclure le corps médical, qui peuvent être prises en compte. Et je terminerai donc en vous disant qu'au niveau des rythmes de vie, un petit mot que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, on parle souvent des rythmes de vie sur une journée et entre le jour et la nuit, mais on pense assez peu à notre rythmicité. Alors chez les femmes, on peut penser à un rythme de vie sur un mois avec leur cycle menstruel, mais peu de gens pensent à des rythmes de vie. Quand je dis rythme de vie, c'est-à-dire ces oscillations sur une année, au fil des saisons. C'est-à-dire que l'automne et l'hiver seraient plus propices à du calme, à de l'intériorité, à moins d'échanges avec l'extérieur. Et le printemps et l'été seraient plus propices à l'extériorisation, la dépense d'énergie. Et malheureusement, on vit dans un monde complètement coupé de ça, puisque même l'hiver, on vit
avec de l'éclairage artificiel, avec des écrans, avec cette requête du système dans lequel nous vivons qui nous demande de performer, d'aller de l'avant, même en hiver, lorsque l'on devrait justement faire extinction des feux, entre guillemets, quoi. Voilà. Donc voilà, ça fait une longue vidéo, mais c'était vraiment, le but, c'était de vous montrer à quel point il peut y avoir des causes diverses pour la fatigue. J'espère que vous avez pu trouver entre guillemets votre bonheur là-dedans, que peut-être certains des aspects que j'ai amenés à votre conscience ont pu vous donner voilà, des idées par rapport à ce qui pourrait être sous-jacent chez vous. Et puis surtout de comprendre qu'il n'y a pas de cause isolée. C'est-à-dire que l'alimentation sera liée à votre niveau d'énergie et votre dépense physique, sera liée à votre niveau de sommeil, sera liée à votre thyroïde, sera liée à votre cycle menstruel, sera liée... Vous voyez? Donc on fait des ponts en naturopathie pour essayer de trouver la cause de la cause de la cause, mais après de cette cause émerge tout plein de signes cliniques qui font que la fatigue se manifeste sur plusieurs tableaux. Sur plusieurs fronts et il y a plein de choses à faire déjà avec les recettes, les remèdes et les rituels naturels. À tout bientôt.